Pour conclure ce module, le premier module de ce cours, on se rend dans les travaux pratiques nucléaires de l'Université de Genève pour voir comment se déroule une expérience à la Rutherford. Alors je vous présente le docteur Sandro Bravard, qui est maître d'enseignement de recherche dans notre département et qui est responsable des travaux pratiques. C'est aussi un chercheur actif, évidemment, comme tous nos collaborateurs, qui fait partie du groupe Neutrino du département, mais qui a aussi sa propre expérience qu'il prépare pour les propriétés détaillées du muon qui va se dérouler d'ici quelques années au Pauchera Institute de Villingen, près de Zurich. Alors, devant nous, un setup typique pour une expérience de Rutherford. Alors, Sandro, peux-tu nous expliquer comment les ingrédients de ce setup et la manière de fonctionner? D'accord. Donc, ce qu'on fait ici, on essaye de refaire les mesures de Rutherford, mais avec un appareillage moderne et aussi une technique qui rassemble un peu les expériences qu'on fait aujourd'hui pour étudier par exemple la structure des électrons. Donc on a, dans notre cas, une source, un émetteur alpha qui émet des particules alpha qui sont envoyées sur une cible et on détecte les particules alpha diffusées par cette cible. En effet, ce n'était pas Rutherford qui avait fait en premier, c'était Geiger et Marsden qui ont fait l'expérience, mais qui ont implémenté l'idée qui était due à lui. Mais c'est Rutherford qui a interprété les données, les observations de Marsden et Geiger. Donc, pour faire cette expérience, on travaille dans le vide. Donc, il faudra ouvrir cette boîte dans un moment pour vous montrer tous les ingrédients. La raison pour laquelle on travaille dans le vide est qu'on utilise les particules alpha. Et les particules alpha ils sont stoppées déjà par une couche d'air d'environ une dizaine de centimètres. Donc, afin que les particules alpha puissent se propager de la source à la cible au notre détecteur, on a besoin de lever tout l'air qui, autrement, arrêtera les particules et donc on les a mis dans cette boîte avec une pompe qui pompe l'air et c'est ça le bruit que vous entendez maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va arrêter la pompe et on va ouvrir cette couvercle pour voir tout l'ingrédient de l'expérience. Alors, allons-y. J'ouvre la vanne. Oui, première chose, il faut ouvrir la vanne et faire entrer de l'air parce qu'autrement, on ne peut pas soulever les couvercles. Et on entend le petit bruit de l'air qui entre dans la chambre à vide. Je crois que ça y est. On peut pas encore. Pas encore. Il faut attendre encore un moment. Voilà. Donc, on a ouvert la chambre à vide et on voit les trois composants principaux de l'expérience. Donc, ici, on a une source d'américium qui émet des particules alpha. Les particules alpha ils se propagent jusqu'à une cible. Ici, on utilise une feuille d'or comme cible en épaisseur de 1 micron. Les particules alpha, ils interagissent avec les noyaux dans l'or et ils sont diffusés par les noyaux d'or dans des directions différentes. Et pour détecter ces particules alpha, on utilise un détecteur à silicium, donc c'est une diode, placée dans cette tube ici. Donc on va voir les détecteurs à silicium en détail. Donc merci Martin. Donc ça c'est notre détecteur à silicium. La partie centrale qu'on voit ici, c'est la partie détecteur, tandis que tout le reste c'est pour définir l'acceptance du détecteur. Voilà. Et derrière, on a un détecteur où on mesure le signal électrique généré par des particules alpha qui sont complètement absorbées dans ce détecteur. Alors la charge... Ce signal est oui, il est passé par ce câble-là et
par un amplificateur qu'on a ici, parce que la charge déposée par une particule alpha dans le détecteur à silicium, elle est d'environ quelques femtocoulombs, et on a besoin d'amplifier ce signal pour le détecter. Alors l'expérience consiste à mesurer le taux des particules alpha qui ont été déviées en fonction que le détecteur fait avec le faisceau d'alpha incident. Alors la cible peut être variée, ça peut être de l'or de différentes épaisseurs, et ça peut aussi être d'autres métaux, comme le fer ici, 3 microns, ou bien du nickel aussi, une feuille mince de 3 microns d'épaisseur, ou bien différentes épaisseurs d'or, ici, un demi-micron de feuille d'or. Alors, on varie deux choses. On varie la cible, c'est-à-dire le Z et l'épaisseur delta X de la cible dans la direction du faisceau, et on varie. On mesure typiquement combien d'angles différents dans une expérience On mesure environ une dizaine d'angles différents sur tous les deux côtés du faisceau alpha. Donc on fait une mesure symétrique par rapport à la direction du faisceau alpha incident. Mais évidemment, le taux de comptage varie très rapidement avec l'angle. C'est le fameux 1 sur sinus puissance 4 de θ sur 2 qui va jouer. Alors, le taux de comptage varie entre quoi et quoi, à peu près? Alors, si on fait la mesure dans la direction du faisceau incident, on mesure en principe toutes les particules alpha issues de la source, ceux qui étaient diffusés à des angles très petits, mais aussi ceux qui n'ont pas interagi dans la cible. Et donc, le taux de comptage, dans ce cas-là, est d'environ quelques kilohertz. Et donc, on peut faire une mesure très rapidement, donc on peut acquérir assez d'événements en une période très, très brève. Et ça nous donne aussi un peu l'intensité du faisceau incident, non? Exactement. Alors, mesurer les taux de comptage à des angles de diffusion différents, on déplace le détecteur de silicium jusqu'à environ 30 degrés, aussi parfois 45 degrés par rapport à l'axe de alpha. Et c'est clair que le taux de comptage baisse énormément comme on se déplace, comme on grandit, comme on varie l'angle. C'est quoi le taux de comptage à 45 degrés à peu près? Ça doit être très petit. C'est très petit, c'est moins d'un événement par minute. Donc on a besoin de mesurer sur plusieurs jours pour accumuler une statistique suffisante pour faire la mesure. Par contre, à des basses angles, c'est beaucoup plus, comme je dis au début, d'environ quelques kilohertz à angle zéro, mais aussi à des petits angles, le taux de comptage est encore élevé. D'accord. Alors, les étudiants passent à peu près une journée pour faire cette expérience, et une journée et une nuit peut-être? Disons, si on mesure des angles de la direction de la particule alpha, on peut faire la mesure dans quelques heures, tandis que quand on mesure des angles plutôt importants, on laisse tourner l'expérience toute une semaine. Ah, d'accord. Donc, les étudiants, ils passent la journée à démarrer l'expérience, vérifier que tous les ingrédients fonctionnent correctement, et après, on lance une mesure qui, comme je dis, peut prendre une semaine. Ok, alors je remets le détecteur sur l'angle zéro pour avoir un taux de comptage important, donc pour voir les choses en temps réel. Et pour faire fonctionner l'expérience, comme je dis, on a besoin de mettre tout ça sur vide. Donc on va refermer la chambre à vide et on va allumer la pompe. Alors une fois que l'enceinte est fermée, la pression intérieure baisse relativement rapidement, et on peut mettre aussi la tension de biais sur la diode en silicium que l'on utilise pour compter le passage des particules. Alors là, tu utilises quel type de voltage de biais? Ici, on travaille avec 24 volts. Ça, c'est dû aussi à l'épaisseur, l'épaisseur, oui. Et aussi, on n'a pas besoin de prêter très en profondeur le détecteur,
étant donné que les particules alpha s'arrêtent dans les premiers microns Ah oui, d'épaisseur du détecteur. Alors si Donc, les premiers microns sont déplétés, ça suffit largement pour accumuler le signal. Ok, alors là on voit les signaux alpha par alpha qui passent. On voit la courbe typique d'un détecteur à silicium, c'est-à-dire ça c'est la tension en fonction du temps. oui. Comme je dis avant, on a un signal très très faible, une charge très très faible, donc d'environ quelques femtocoulombs. Donc on a besoin d'un premier amplificateur ici pour amplifier le signal d'environ 10 000 fois. Et ça c'est le signal qu'on voit ici. Donc c'est un amplificateur de charge. C'est pour ça qu'on voit une fonction un signal qui monte très 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 rapidement avec un temps de décroissance plutôt long. Alors la méthode de mesure, ça serait de déclencher un compteur une fois que la tension dépasse un certain seuil et on compte le taux de ces événements pour mesurer le taux d'interaction. Ici, en réalité, on fait une chose un peu plus sophistiquée. Donc, au lieu seulement de regarder les taux de comptage, on mesure la charge déposée par la particule alpha dans les détecteurs. Donc, pour être sûr que le taux, l'impulsion qu'on détecte est celle générée par la particule alpha. Donc, pour faire ça, on a besoin de passer par un deuxième amplificateur qui va traiter le signal qu'on voit ici. En principe, il transforme le signal à une forme presque gaussienne du signal, donc il n'y a pas un temps de montée moins rapide. Et après ça, on utilise un convertisseur de charge vers le digital, donc on transforme la mesure en quelque chose qu'on peut enregistrer avec l'ordinateur. C'est-à-dire que l'on mesure le DDX des particules qui laissent dans l'épaisseur du détecteur. Et disons, une fois qu'on a converti la charge dans un nombre binaire, on utilise un ordinateur pour enregistrer ces données, donc la charge déposée par les particules alpha, et on obtient un spectre en énergie de ces particules alpha. D'accord. Et parce qu'ils sont complètement absorbés, c'est une sorte de calorimètre en miniature que l'on utilise. D'accord. Okay. Mais en même temps, on enregistre évidemment aussi le taux de comptage qui va nous donner la section efficace de radar. Exactement. Donc il faut aussi enregistrer les temps qu'on a utilisés pour la mesure, parce que c'est ça qui nous donne le taux de comptage. On a un certain nombre d'impulsions divisé par le temps de la mesure. Voilà.